Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à une autre émission, Le Monde canin de Jessica. Et aujourd'hui, on va parler des meilleurs conseils. Là, Oui, j'ai mon ami sur moi. oui, ton meilleur pote maintenant. Tu auras pu faire des teckels maintenant. Il va C'est avoir ça. changé ta vision des Hey, teckels. carrément, carrément. Ah. Il m'a Donc adopté. aujourd'hui, on va parler un petit peu justement de mes meilleurs conseils en éducation canine. La première, en fait, moi, qui est très, très importante, c'est vraiment de mettre les fondations. Que- Quoi j'entends par fondation? C'est d'avoir des bons focus chez son chien. Ouais, C'est d'avoir aussi ouais. des bons autocontrôles. Donc ça se travaille chez notre animal d'avoir des meilleurs autocontrôles à l'aide d'exercices. C'est d'avoir aussi des outils de motivation. Quand j'entends outils de motivation, pardon, qu'est-ce que je veux dire? C'est surtout que, dans le fond, notre chien soit motivé par les motivateurs qu'on va utiliser, que ce soit le jeu, que ce soit la nourriture, que ce soit un leurre d'odeur. Donc, on doit créer ces outils de motivation-là à prime abord, avant de les créer dans le lieu d'entraînement qu'on veut travailler. Donc, ça, c'est très important. Évidemment, c'est sûr que si notre animal a une petite obéissance de base, bien, ça va aider. Ben oui. Parce que plus il a une obéissance de base poussée, plus on va avoir un contrôle sur notre animal. Donc, plus ça va être OK. facile d'avoir une gestion de notre animal aussi et de pouvoir avoir plus d'outils dans son sac, comme j'ai mentionné, pour être capable, évidemment, de créer les apprentissages voulus et de travailler nos entraînements avec plus de facilité, évidemment aussi. Donc, ça, pour moi, c'est très important de mettre les fondations en place. Quand que je parle des autocontrôles, c'est que le chien soit capable de mieux gérer face à une situation et d'attendre aussi des fois l'autorisation, que ce soit pour sortir de la maison. Donc, moi, souvent, ce que je parle à mes clients, c'est de travailler des autocontrôles de porte, des Ouais. autocontrôles de bol, que j'appelle, des autocontrôles aussi de nourriture, des autocontrôles de jeu. Même chose pour les focus. Souvent, moi, je vais dire à mes clients d'entraîner des focus de porte, des focus de bol, des focus de jeu, des focus aussi de nourriture. Ce que j'entends par là, c'est que c'est de rien donner de gratuit à notre animal. Souvent, Ouais. les gens donnent Ah, la ouais. nourriture gratuitement, jouent avec leur animal sans rien lui demander. Fait que, tu sais, ils lancent la balle pour lancer la balle, ils tirent la corde pour tirer la corde, sans vraiment demander de l'entraînement, de travailler, d'en profiter pour rendre notre entraînement proactif. Donc, c'est vraiment très important pour moi parce que si on donne tout de gratuit à notre animal, donc il a sa nourriture gratuite, comme j'ai mentionné, il a son jeu gratuit, il a tout son Ouais. contact gratuit, bien c'est sûr qu'après ça, quand je veux le motiver avec du jeu, avec de la nourriture pour créer des apprentissages, bien c'est sûr qu'il n'y a aucun intérêt pratiquement. Parce que de un, il l'a toujours quand il veut, puis je lui ai jamais rien demandé pour Ouais. les avoir. Donc, pour moi, c'est vraiment très important de venir à travailler cela. Et ça se travaille, évidemment, les outils de motivation, les focus, les autocontrôles, l'obéissance de base. Donc, c'est très important. Donc, moi, souvent, je vais utiliser le quotidien à mon avantage pour créer mes apprentissages, pour travailler mes entraînements. Exemple, ben, au lieu de sortir mon chien gratuit quand il veut aller faire pipi, ben, une fois de temps en temps, exemple, une fois, ben, je peux lui demander un assis. Puis le assis, ça va permettre que la porte s'ouvre, donc d'obtenir le renforcement qui est de sortir à l'extérieur ou de rentrer. La OK. prochaine fois, ben, je pourrais lui demander un focus à la place. Donc la porte va s'ouvrir quand tu vas focuser sur moi au lieu de focuser sur la porte. OK. Donc le chien apprend que c'est plus payant de focuser sur moi que de focuser sur ce qu'il veut. Ah, OK. Même chose sur un autocontrôle, ben, ça pourrait être, je te demande un assis, évidemment, si tu connais le assis au préalable, qu'il le connaît sur une mini-durée, quand même des certains concepts. Puis ce que je pourrais demander, ben, tu dois rester assis jusqu'à ce que j'ouvre la porte et que je te donne l'autorisation de sortir. Parce que je dis toujours à mes clients, si ton chien n'est pas capable d'attendre l'autorisation pour sortir à l'extérieur, pour exemple, je swing le jouet à côté de lui, il n'est pas capable de rester assis tant que j'ai pas dit OK, vas-y, va l'attraper ou que Ouais. je lui donne. S'il n'est pas capable, exemple, de rester assis le temps que je dépose son bol par terre puis je lui donne l'autorisation, bien, il ne sera jamais capable de rester assis puis d'attendre l'autorisation quand une personne va passer, quand il y a
quand que, justement, il va croiser un autre chien, parce que c'est des distractions qui sont beaucoup plus difficiles à obtenir. D'où l'importance de vraiment travailler ce que j'appelle des autocontrôles de base, des focus de base. Donc, et moi, je me dirais pas, bon, je vais faire un 5 minutes d'autocontrôle en travaillant pendant 5 minutes à mon chien, exemple, attend l'autorisation, il peut sortir, ou il me demande un focus, il peut sortir. Je vais le faire chaque fois que je dois le sortir. Je vais le faire chaque fois que je dois lui donner sa nourriture dans son bol. Viens, Mimi, viens, hop, hop. Donc, je regarde juste pour être sûr qu'il n'a pas accroché le micro. C'est un petit bit. Donc, je vais vraiment profiter des occasions du quotidien qui s'offrent à moi pour créer mes apprentissages. Exemple, même chose, au lieu de déposer le bol gratuitement, une fois, je peux demander un autocontrôle. Une autre fois, quand je dépose son bol de nourriture, je pourrais demander un focus. Ouais. Donc, je mets le bol ici. Tant qu'il focus sur le bol, il ne l'obtient pas. Quand il lâche le bol puis il me regarde, oui, fixe, yes. Puis il obtient le bol. Okay. C'est le renforcement en soi. Le jeu, même chose. Entre chaque lancer de balle, entre chaque tir à la corde, je dis toujours, tous les clients qui ont fait affaire avec moi le savent, je dis toujours d'utiliser notre jeu à notre avantage. De un, le chien va être beaucoup plus fatigué, dans le sens que la dépense va être meilleure si, au lieu de juste jouer pour jouer, on demande aussi au chien de travailler. Puis de deux, j'utilise mon jeu proactivement, dans le sens que oui, je joue avec mon chien, mais en même temps, je travaille mes focus, je travaille mes autocontrôles, je leurre avec mon jouet, je peux y apprendre plein de belles commandes en faisant du freestyle, que ce soit d'apprendre à tourner, etc. Je peux lui apprendre mes commandes de base, lui apprendre en leurrant mon pied, travailler ma marche en laisse aussi à l'aide de mon jouet, en renforçant les bons comportements. Donc, c'est super intéressant, puis c'est quelque chose de vraiment d'utiliser au quotidien. Ce qui est le fun, c'est qu'on fait de l'entraînement au quotidien. Donc, parce que je sais qu'avec la vie qu'on mène aujourd'hui, c'était possible de dire, fais un 5 minutes de assis par jour, un 5 minutes de haut pied, un 5 minutes de marche en laisse, un 5 minutes de coucher, un 5 minutes de tapis. Tu sais, les gens avec le travail, les enfants, la famille, tout ce qu'ils ont au travers, on vit à un rythme vraiment très effréné. Ouais. Donc, d'où l'importance vraiment d'utiliser le quotidien à notre avantage. Mais si j'apprends tout ce que j'ai besoin d'apprendre dans les fondations, du moins à mon chien, dans mon quotidien, après ça, je peux miser sur le temps que j'ai à lui donner. Là, on peut dire, je prends un 15 minutes par jour en séance et là, je travaille ce que j'ai plus de difficultés. Mais au moins, toute la base, je la prends dans le quotidien. Bon, Milo, il cherche un peu parce que là, évidemment, il cherche sûrement Zora, mais bon. C'est pour ça. Ouais. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, de vraiment créer les fondations, c'est très important. Puis les outils de motivation. Dans les outils de motivation, il y a vraiment d'apprendre à attraper, d'apprendre à suivre la main, d'apprendre à chercher si je lui demande, ou à suivre où que je pointe aussi. Ouais. Comme ça, quand que je vais avoir des chiens, que leur niveau d'énergie est plus élevé ou qu'on parle de cas de réactivité, ces choses-là, c'est sûr que ça va être plus facile de pouvoir utiliser ces outils de motivation-là dans des situations où le chien, c'est plus problématique. Par exemple, si je ne les travaille pas au quotidien, quand le chien n'a pas des émotions fortes, c'est sûr que là, si je pense pouvoir utiliser mes outils de motivation, une fois que le chien est plus stressé, anxieux, réactif ou surexcité ou est mis face à beaucoup de stimuli, beaucoup de distractions, ça va être beaucoup plus difficile. D'où l'importance vraiment de travailler ça dans le quotidien. Fait que ça, c'est vraiment mon premier conseil et c'est vraiment brief parce qu'en consultation, j'en parle pendant près d'1 heure juste sur les fondations, ces choses-là. Mais c'est très important à travailler. Puis c'est juste de vraiment utiliser le quotidien à votre avantage, en fait. Donc ça, c'est très important. Puis c'est un de mes premiers conseils. D'où le deuxième là, que j'ai mentionné, qui est d'entraîner dans le quotidien et de ne rien donner de gratuit, bien évidemment. Mais au niveau des comportements, là, je veux dire, comment je dis ça, il y a l'influence. C'est-à-dire que, personnellement, moi, mettons, j'ai un chien, je l'ai pendant quelques années, là, j'en ai un nouveau. Le nouveau suit les mauvais comportements et les bons comportements. Alors, tu sais, y a-t-il une façon de travailler ça? Oui. Bien, c'est sûr que, oui, le chien apprend, et ça, je l'ai mentionné aussi dans les autres podcasts, il apprend par observation. Ouais. Il apprend aussi en suivant la meute, il peut aussi travailler des fois par facilitation sociale qu'on appelle, donc, comme que le chien devient comme un chien aussi qu'on appelle. Donc, oui, c'est super bien, mais c'est ça. Comme tu l'as mentionné,
tu sais, ton chien qui est là, ça fait plus longtemps, évidemment, peut apprendre, oui, des bons comportements au nouveau, au plus jeune, autant que des fois des mauvais comportements. D'où l'importance de faire une bonne gestion. Mais encore là, tu sais, chaque individu est différent. Donc, ça ne veut pas dire à tout prix que parce que notre plus vieux chien, dans le sens que lui, que ça fait plus longtemps qu'on a à la maison, va nécessairement tout montrer aux plus jeunes aussi. Après ça, tu sais, chaque individu est différent, chaque chien a ses propres expériences, sa propre personnalité, son propre vécu, son propre tempérament, ses propres manières d'apprendre aussi. Donc, évidemment, c'est sûr que quand même, il est vrai et faux de dire que le chien va tout lui apprendre là, également. Ouais, ça, je comprends. Mais c'est parce qu'à un moment donné, y a-tu une façon de. On va dire, comment je dirais ça? C'est parce que je n'avais un qui. Écoute, écoute, mais il mangeait des crottes. Fait que là, je n'ai eu mes 2 petits shih tzus après. On dit qu'il faisait comme lui. OK? Mais comment tu fais pour. Ben, Y a-tu. je vais surveiller, je vais travailler beaucoup en gestion. Si je sais, exemple, que le chien effectue tel comportement et que là, justement, ma clientèle, mon client ou ma cliente veut pas que le plus jeune reproduise ça par observation Ouais. ou par analyse, etc., par imitation, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer vraiment d'éviter que le plus jeune chien puisse voir ça. Donc, exemple, ce que j'aurais conseillé dans ton cas à toi, c'est de sortir ton chien qui était plus... ça faisait plus longtemps que tu avais avec toi à l'extérieur en premier. Après ça, on le rentre et là, on sort le plus jeune. Là. Donc, pour vraiment que, justement, il n'apprenne pas par observation. Donc là, on va vraiment plus travailler une gestion environnementale pour éviter que l'autre chien voit et reproduise, soit par facilitation sociale, soit par imitation, soit par observation, les comportements de l'autre chien. OK. Parce que. Et c'est vraiment un gros. Utiliser les besoins essentiels du chien à notre avantage. Celle-là, je ne l'ai pas compris. En fait, c'est vraiment juste d'utiliser, comme j'avais dit, la nourriture, le jeu, parce que souvent, les gens donnent tous les besoins essentiels à combler chez le chien gratuitement. Donc, dans l'autre podcast, on avait parlé des besoins essentiels dans les premiers. Bien, tout ce qui est au niveau vraiment des besoins de race, des besoins de nourriture, des besoins de jeu, des besoins sociaux, des besoins sensoriels, des besoins masticatoires. Mais souvent, les gens donnent tout gratuit, les besoins essentiels de l'animal. Mais le chien ne vit que pour combler ces besoins-là. Comme nous, on ne vit que pour l'argent. Parce que l'argent, ça nous apporte notre sécurité, ça nous apporte notre nourriture, ça nous apporte notre maison. Bien, le chien, c'est la même chose. Il ne vit que pour la nourriture, le jeu, le contact social, la découverte, le sensoriel, parce que c'est tout ça qui lui permet de survivre. Donc, pourquoi ne pas utiliser les besoins essentiels de l'animal à notre avantage pour créer les apprentissages et faire les entraînements qu'on recherche? Donc, moi, je vais souvent utiliser la portion de nourriture de mes animaux et c'est quand même rare que je vais utiliser des gâteries, sauf quand j'ai quelque chose de plus à travailler. Je vais vraiment utiliser souvent la nourriture de mon chien et mes chiens ont beaucoup de motivation juste pour travailler avec leur nourriture. Donc, c'est super intéressant parce que je vais l'utiliser à mon avantage et ce qui est le fun, c'est que j'ai pas besoin d'utiliser des motivateurs qui sont ultra jackpot tout le temps. Parce que justement, j'ai utilisé mes motivateurs essentiels à mon avantage. Mais s'ils les auraient eu toujours gratuits, après, quand je veux justement lui demander avec juste sa nourriture ou son jeu, bien, c'est sûr que peut-être qu'il ne sera pas autant motivé, évidemment. Ah, OK. Donc, là, ma blonde abuse des gâteries. C'est OK. Mais c'est bien d'en utiliser aussi. Mais c'est juste que c'est de savoir que quand on parle de renforcement positif, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut utiliser que juste gâterie, là, évidemment. Là. Donc, vraiment d'utiliser des motivateurs à notre avantage, en fait. C'est un petit peu ça. Viens. Viens. On va le rejoindre tout à l'heure. Ah oui! Viens, hop! Et il hésitait, il voulait venir avec moi, je pense. Non. Mais c'est ça. Puis là, pour avoir les outils de ça, puis je te jure, c'est vraiment... Non, mais écoute, c'est vraiment une profession, ton affaire, là.
Oui, bien, c'est sûr que, tu sais, ça va plus loin, Oui. comme j'ai dit, que juste d'utiliser des outils puis de travailler avec. On doit vraiment comprendre, tu sais, tout ce qui est au niveau des méthodes d'apprentissage, des méthodes d'entraînement, de la science comportementale, des lois du conditionnement. On travaille aussi avec la psychologie canine, évidemment, donc l'entraînement animal. Et comme je l'ai dit, c'est toujours tous des concepts qui sont en effervescence, qui ne cessent d'évoluer. Donc, on doit s'adapter aussi à travers tout ça, d'où l'importance vraiment de suivre de la formation continue, de continuer à perfectionner nos techniques, c'est très important. Là. Fait que là, pour poursuivre dans les meilleurs conseils, bon, dans tes meilleurs conseils, par exemple, on prend quoi comme chien? C'est selon quoi? Bien, on prend un chien qui est adapté à nous, à notre C'est mode de vie, qui est adapté aussi à ce qu'on peut lui procurer, à ce qu'on pourra lui donner au niveau, quand on parle au niveau du temps, au niveau de la dépense, au niveau de l'entraînement. Donc, un chien vraiment, évidemment, qui va nous convenir. Ça, c'est très important, comme on a discuté aussi quand on a parlé des races, là, et de prendre une race qui nous convient. Ouais, c'est Parce ça. que Là, je fais un si on y va récupératif. juste avec le physique, Ouais. bien, c'est sûr que je peux adorer puis trouver super beau le petit exemple, le husky, mais s'il me convient pas, parce qu'au final, je prends pas un chien qui est adapté à moi, bien, je l'aimerais pas, le Oh! husky. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres conseils que tu pourrais nous donner concernant ce monde-là? Parce que là, Bien, c'est sûr que de faire affaire avec les bons professionnels. Donc, autant que vous allez ouais. prendre justement quelqu'un qui travaille en nutrition animale, quelqu'un qui travaille au niveau de l'intervention comme moi en comportement canin, quelqu'un qui travaille au niveau de la santé, peu importe, au niveau, exemple, des sports canins aussi, agilité, que ce soit au niveau des sports aussi, pas juste des sports, pardon, mais aussi au niveau des chiens d'utilité, des chiens de travail. Donc, c'est d'y aller avec les bons professionnels. Parce que, comme je l'ai mentionné, malheureusement, dans ce milieu-là, il n'y a rien qui est régi, à part Ouais. vraiment au niveau des vétérinaires de la santé animale. Donc, tu sais, tout le monde, comme j'ai dit, peut vraiment s'interpréter dresseur, Ouais. intervenant de chiens d'utilité, peut aussi devenir professionnel en agilité ou professionnel du milieu canin, en comportement canin, etc. Donc, c'est vraiment de s'assurer de faire affaire avec des bons professionnels qui ont des bases justement dans leur domaine, qui utilisent la formation continue. Si j'aurais d'autres conseils à donner aussi, c'est de s'adapter à son animal parce que c'est nous qui avons voulu avoir un chien. Ouais, C'est ouais, pas ouais, le ouais. chien, lui, il n'a pas eu le choix de venir dans notre famille, de s'intégrer au milieu de la société humaine. Donc, de peut-être aussi de s'adapter à son animal qu'on a, parce que comme je l'ai mentionné, chaque animal a sa propre personnalité, son propre tempérament, ses propres préférences, ses propres envies, son passé aussi derrière lui. Donc, même moi, en étant intervenante en comportement canin, puis comme vous avez dû voir aussi un petit peu durant les podcasts, mes chiens ne sont pas parfaits, je l'ai mentionné, mon teckel est réactif, il y a de la difficulté à socialiser suite à des mauvaises expériences avec d'autres chiens dans le passé, que je travaille encore là-dessus. Ma berger australienne est réactive en laisse parce que justement, ce n'est pas juste parce qu'elle est berger, mais elle est sensible à son environnement, c'est plus fort qu'elle, Mhm. elle devient frustrée, elle est empêchée de pouvoir aller voir l'autre chien. Donc, même moi, même si je suis intervenante en comportement canin, même si j'ai de multitudes de connaissances dans le sujet, ça reste que personne n'est parfait. Les chiens ne seront jamais parfaits. Ils ont leurs défauts, leurs Mhm. qualités, comme n'importe quel être vivant. Donc, c'est de s'adapter à son animal, de le prendre aussi comme il est. Oui, il y a des choses qui peuvent se modifier. Est-ce que tout se corrige à 100%? Non. Mhm. Mais on peut obtenir des modifications pour au moins que les deux, donc autant l'humain que le chien, trouvent un terrain d'entente Ouais, à ouais, travers ouais, tout ouais. ça. Mais moi, ce que je veux vraiment que les gens comprennent, c'est de ne pas humaniser le chien. On veut qu'un chien reste un chien. Mhm. On veut juste, dans le fond, travailler son adaptabilité à être capable de vivre euh, Dans notre monde, ouais, là, de finalement, vivre, c'est ben, ça, sainement dans notre ouais. société humaine. C'est ça qui est important aussi. Euh, Puis, de ne pas oublier que c'est ça, qu'un chien, ça reste un prédateur avec ses instincts propres. Donc, de ne pas le dénaturaliser, de Mhm. le prendre comme il est. Puis, évidemment, ben là, il y a des choses qu'on peut travailler, mais ne pas oublier qu'un chien reste un chien, bien évidemment. Là. Euh, euh, Moi, j'aimerais avoir. Là, je vais comme te demander ton opinion là-dessus. On s'entend que dans les derniers temps, on parle d'abandon d'animaux.
depuis quelques années, tu sais, avec la pandémie, tout le monde voulait un chien, tout le monde voulait ça. Et là, l'abandon est énorme. Mhm. On s'entend, là, je ne sais pas, là, je n'ai pas les chiffres exacts, mais ça l'a doublé, là, c'est vraiment effrayant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour contrer ça, les abandons de chiens? Bien, c'est comme on l'a C'est... mentionné au niveau des facteurs, c'est d'avoir une meilleure connaissance du chien, c'est de se poser les bonnes questions. Est-ce que j'adopte un animal pour les bonnes raisons ou Mhm. c'est juste sur un coup de tête parce que j'ai vu un chiot puis, ou un petit chaton ou n'importe quel autre animal de compagnie puis je l'ai trouvé bien cute, mais finalement, j'avais comme pas vraiment pensé à mon affaire puis je suis pas, tu sais, présentement en mesure de pouvoir bien m'occuper de cet animal-là. Parce que la plupart des abandons, c'est un petit peu tourne autour de cela. C'est des gens qui adoptent un animal en étant pas nécessairement en toute connaissance de cause, puis finalement, ils sont pas capables de donner à l'animal ce qu'il a besoin, autant au niveau du temps qu'au niveau vraiment de Ouais. la dépense, au niveau de combler leurs besoins. Donc, où ils prennent pas un animal qui est justement adapté à eux, ce qui fait que là, l'animal développe souvent des problématiques comportementales reliées à des manquements, ces choses-là, ce qui fait que là, les gens s'en débarrassent parce que finalement, ils se rendent compte que pour eux, ben, l'animal est beaucoup plus de troubles que ce qui est que d'avantages, en fait. Mais souvent, cet animal-là aurait été aucun trouble si justement la personne aurait pris un animal qui est vraiment adapté à ses besoins, Mm. adapté à son mode de vie, un animal qui lui convient, s'il aurait pris l'animal en toute connaissance de cause, s'il aurait une meilleure connaissance du chien ou de l'animal qu'il adopte, si les gens feraient aussi des adoptions responsables, en fait, là, et adopteraient pas juste sur un coup de tête parce que, oh, il est donc ben cute, tu sais, ce bébé-là, ce Mm. bébé chien-là ou quoi que ce soit, là. Donc, dans le fond, c'est comme ne pas prendre, je sais pas moi, un chien qui veut toujours courir puis vivre dans un appartement avec une personne âgée, ça marche pas, là. Ouais. Tu sais, puis c'est Mm. pas que la personne veut nécessairement mal faire. Souvent, les gens ont toujours des Ouais. bonnes intentions, mais souvent, c'est qu'ils sont pas nécessairement en connaissance de cause ou que ici, c'est sûr qu'on vit aussi, veut pas, dans une société de surconsommation. Donc, je veux, Mm. j'obtiens, j'achète. Et donc, c'est un petit peu aussi la mentalité qu'on a ici présentement au Québec. Donc, les gens aussi, des fois, ne voient pas tout le travail qu'il y a derrière, tous les soins, tous les frais aussi qu'il y a derrière un animal. Ouais, c'est Parce ça. que souvent, il y a beaucoup de frais aussi à travers Mm. tout ça. Donc, il y a des gens, des fois, qui adoptent, mais qui ne sont pas en connaissance de tous les frais qu'ils vont avoir par rapport à ça, que ce soit les frais de santé, les frais de nourriture, les frais juste de tout ce qu'on a besoin pour quand on a un chien, que ce soit son lit, ses bols, etc., ses laisses, ses colliers, etc. Donc, une fois qu'ils se rendent compte de tout ça, bien, finalement, des fois, ils n'ont pas nécessairement le budget pour non plus. Donc, tu sais, souvent, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Pourquoi au Québec, on est une province où le taux d'abandon est très, très élevé. Mm. Mais c'est sûr que aussi le fait du COVID n'a pas aidé dans le sens où les gens là, ont eu le temps à la maison, n'ont pas travaillé pendant de longues périodes, donc se sont sentis un peu seuls avec l'isolation aussi, l'isolement, ces choses-là. Donc, c'est sûr que là, souvent, les gens ont adopté un animal, puis au retour au travail, se sont rendus compte finalement qu'un animal, bien là, avec le travail, c'était beaucoup de job, puis que justement, cet animal-là, qui était habitué que son propriétaire était toujours là, avait tout son temps, avait toute son énergie, bien là, a beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'énergie. Le chien passe de longues heures seul alors qu'il n'était souvent pas habitué, que ça n'a pas été non plus appris de façon progressive. Les absences, donc là, développe de l'anxiété de séparation, développe des manquements qui causent justement que ce soit de la destruction, de la malpropreté, des jappements excessifs, de la réactivité, de l'agressivité, de l'anxiété. Donc, est-ce que c'est possible de mettre la faute sur un facteur? Non, il y en a une multitude, évidemment, comme on a parlé à travers le podcast, mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on doit être conscient pour être capable d'améliorer la situation, autant au niveau des abandons qu'au niveau des problématiques comportementales. Parce que je le mentionne, nos chiens ne naissent pas avec des problématiques comportementales, à part ceux qui sont Mm. génétiques ou de santé. Mais ceux souvent qui sont génétiques ou de santé sont reliés à des mauvais éleveurs ou des personnes qui accoupent un peu n'importe quel chien avec n'importe quel chien, des chiens qui sont consanguins, ces choses-là. Donc là, l'animal, évidemment, là, naît avec déjà peut-être certaines problématiques, bien, naît avec certains problématiques de santé, etc., autant psychologiques, mentales ou de santé physique, qui, là, apportent par la suite les Ouais. problématiques comportementales. Mais un chien, comme n'importe quel être vivant, naît
équilibré. Souvent, en fait, c'est de vivre dans une société humaine qui est vraiment inadaptée aux chiens d'aujourd'hui, qui fait que le chien développe des problématiques comportementales et d'où aussi tous les facteurs qu'on a vraiment démystifiés et qu'on a mis de l'avant durant le podcast, là. C'est un peu ça, je voulais te demander, est-ce que l'être humain est humain par rapport au chien? Bien, des fois, c'est ça. C'est la question que je me pose, à savoir, est-ce qu'on est vraiment humain? Est-ce qu'on... je crois que oui, mais on n'est pas assez conscientisé. On n'a pas assez d'outils. On n'est pas assez éduqué face à la situation. Puis c'est ce qu'un peu avec le podcast là, que j'essaie d'apporter, qu'on se pose les bonnes questions, qu'on mette un peu de l'avant ces facteurs-là. Parce que si on en prend conscience, on va être capable plus facilement de justement de les voir et donc de peut-être être capable d'apporter des solutions pour enrayer ces facteurs-là qui causent justement les problématiques et qui augmentent les problématiques de santé ou de comportement ou physique ou psychologique chez nos chiens également, là. Mais c'est vraiment important. Puis ça, on le voit parce que dès que le chien n'est pas vraiment dans une société dite humaine, donc quand on voit plus les chiens errants, ces choses-là, dans les autres pays, on voit que la plupart de ces chiens-là n'ont pas de problématiques comportementales, que ce soit au niveau de l'agressivité, réactivité, etc. Ils reproduisent des comportements évidemment agressifs dans le but de protéger leurs ressources, dans le but de se protéger, mais pas reliés à des manquements, reliés à tous ces autres facteurs-là. Donc, les comportements agressifs sont beaucoup moindres et sont beaucoup moins présents que ce qu'on retrouve chez nos chiens, en fait, qui sont domestiqués, comme je l'ai dit, parce que là, souvent, c'est relié à beaucoup de facteurs humains, en fait. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est un petit peu aussi de se poser la question, est-ce qu'on apporte à notre chien tout ce dont il a besoin? Est-ce qu'on apporte ce qu'on apporte présentement aux chiens au Québec? Est-ce que c'est assez pour qu'il soit équilibré? Donc, puis moi, c'est vraiment ça, puis je le répète, mon but en étant intervenante en comportement canin, ce n'est pas de faire d'un chien qui l'écoute au doigt et à l'œil. Tout le monde peut arriver à ça. Moi, ce que je veux, c'est qu'on ait au Québec des chiens qui sont heureux, équilibrés et qui puissent être ce qu'ils sont, en fait, là. C'est surtout ça, d'où un peu mon titre un petit peu d'activiste à ce niveau-là aussi, là. Jessica, je te remercie bien gros. Je pense qu'on a appris beaucoup. Et je pense qu'on va se revoir. C'est sûr que j'aimerais vraiment ça. J'espère que les gens ont pu aussi beaucoup apprendre, ont pu beaucoup se remettre en question, s'introspecter. Peut-être, j'espère aussi peut-être avoir ouvert la porte à d'éventuelles solutions pour venir à bout de tous ces facteurs-là. J'espère aussi, par exemple, c'est sûr que là, c'est bref, c'est des épisodes de 30 minutes pour discuter de des points que je pourrais parler. Chaque point, je pourrais en parler pendant des heures. Donc, c'est sûr que j'ai dû mettre l'accent sur certaines choses malheureusement que j'aurais voulu plus expliquer. Bon, on n'a pas nécessairement le temps et puis c'est dur de faire ça évidemment juste en un podcast, mais je crois avoir un peu ciblé l'essentiel de ce qu'on voulait un petit peu parler à travers ce podcast-là. Puis je te remercie aussi de m'avoir permis là, de pouvoir discuter de tout ça là, puis de partager ma passion. J'ai fait un bon coup. Ouais. Hey, merci beaucoup. Hey, merci à toi, puis au Bye. plaisir. Puis merci à tous nos téléspectateurs aussi qui nous ont écoutés, qui ont pris la peine aussi de regarder les épisodes. Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit par rapport avec votre chien, si vous voulez simplement discuter, on est ouvert à la discussion. Je suis ouverte aussi. Je le dis souvent à mes clients, il n'y a pas que moi qui peux vous apprendre. Mes clients m'apprennent beaucoup. Vous côtoyez vos chiens à tous les jours, donc vous êtes la personne la mieux placée. Vous connaissez les chiens. Vous pouvez beaucoup nous apporter aussi, puis j'apprends à tous les jours de tous les chiens, des chiens de mes clients en général. Donc, je pense qu'il y a moyen aussi d'ouvrir la discussion à tout ça. Puis le but, en fait, c'est de se conscientiser, puis de se poser les bonnes questions. Donc, s'il y a quoi que ce soit, ça va me faire toujours super plaisir là, de discuter du monde canin avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous, puis merci à tout le monde.